Alors, en fait, c'est une synthèse un petit peu d'un certain nombre de travaux que l'on a menés dans le cadre dans différents contextes, avec quelques doctorants, que j'ai menés également avec Safran sur un certain nombre d'activités. Et donc, aujourd'hui, dans cette présentation, j'ai voulu en faire un petit peu la même synthèse pour montrer finalement que on a traité des sujets dans différents contextes. Et en fait, on avait des sujets qui étaient finalement, qui se formulent exactement de la même manière et qui sont vraiment très, très proches. Et la particularité de ces sujets, donc, c'est qu'on a des variables classiques, des variables x de oméga. Donc là, c'est un slide qui est consacré plutôt quand on calcule des probabilités de défaillance, à présenter les variables qui sont en jeu. Donc on a des variables qui sont classiques, les variables incertaines, que je noterai x de oméga dans la suite de la présentation, alors que l'on peut appeler ou classifier de différentes manières, les variables aléatoires incertaines épistémiques de différents types, type 1, type 2. En tout cas, c'est les variables que l'on connaît bien, x, qui interviennent dans le calcul de cette probabilité, d'accord, où on calcule la probabilité de g de x négatif, g que l'on appelle pour certains la fonction de performance, pour d'autres la fonction d'état limite, et on la calcule par l'intermédiaire de cette intégrale. Donc on est bien dans un contexte probabiliste, c'est-à-dire que l'on modélise les variables x par des lois de probabilité ou par la loi jointe fx. D'accord? Donc là, bon, tout ça c'est pour positionner un petit peu le contexte. Tout ça, c'est vraiment très clair. On ne va pas sortir de ce contexte de modélisation dans un contexte probabiliste. Peut-être que le titre était un petit peu, pouvait prêter un petit peu à confusion de ce point de vue-là. Par contre, on va parler d'autres variables qui sont d'un côté l'espace, que je vais noter E. Alors l'espace, c'est en principe donc un vecteur de R3. Donc on va s'intéresser à ce type de variable quand on va regarder des zones de défaillance, ou plutôt des lieux géographiques de défaillance sur une structure. Ça, ce sont des travaux qui ont été faits par une doctorante qui ne tardera pas à soutenir, qui est Sherazade Amran. On va s'intéresser au temps, éventuellement, donc plutôt une variable de R, qui nous intéresse donc quand on calcule des probabilités instantanées, des probabilités cumulées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ces travaux, qui sont très intéressants, notamment pour la maintenance, pour prédire comment évolue cette probabilité de défaillance au cours du temps. Donc, on a travaillé également sur ce type de variable dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue au mois de décembre, donc la thèse de Morteza Madivala. Et puis, je me suis également permis d'intégrer à cette présentation d'autres types de variables beaucoup moins courantes, peut-être pour la communauté qui nous intéresse, enfin, voilà, qui nous lie aujourd'hui. Ce sont des variables de type position, que je vais noter P dans la suite. Et là, c'est un vecteur de RP, P étant plus ou moins grand. Et donc, ces variables sont particulièrement présentes lorsque l'on fait de l'analyse des tolérances pour des systèmes hyperstatiques. D'accord ? Donc là, ce sont des travaux qui avaient été initiés en 2014 par Antoine Dumas, qui prendra la parole juste après, sur ces sujets-là. On a beaucoup moins travaillé quand même dans ce contexte-là, dans la suite, mais en tout cas, je me suis permis d'intégrer aussi ces variables à cette présentation, parce qu'on va s'apercevoir qu'on résout, quel que soit le type de variable, on résout exactement le même problème. Alors, je vais détailler un petit peu les variables qui nous intéressent, enfin, en tout cas, les problèmes qui nous intéressent en fonction des variables. Si on commence par les variables de type espace, donc qui est notée E, donc la fonction de performance, celle qui caractérise la défaillance, c'est une fonction de x, nos paramètres incertains, et puis des variables E. Et le domaine de défaillance, comment on le caractérise? Eh bien, c'est l'ensemble des x tel qu'il existe un lieu géographique, c'est-à-dire il existe E, pour lequel la fonction g de x et de e est inférieure ou égale à 0. Ce domaine de défaillance peut se retraduire, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense, peut se retraduire par l'ensemble des x tel que le min sur e de g de x et de e inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc pour une réalisation de x, on va chercher quel est le lieu géographique de la structure qui associe la plus petite valeur de g. Et ensuite, on calculera la probabilité de défaillance de la façon suivante, c'est la probabilité que le min sur l'espace de cette fonction g soit inférieur ou égal à 0. Donc la particularité ici, c'est l'introduction de ce que l'on appelle donc ces quantificateurs il existe. On a la même chose pour des quel que soit également, que l'on peut, qui est l'équivalent de manière complémentaire. Donc les il existe quel que soit, qui sont des choses très connues plutôt dans tout ce qui est analyse des tolérances d'ailleurs. Et donc on calcule cette probabilité, d'accord, qui intègre cette variable de type lieu géographique dans le calcul de probabilité. Alors, en règle générale, on ne le formule pas tout à fait comme ça, le problème, c'est-à-dire, ou plutôt, on le formule initialement comme ça, mais on le résout de manière beaucoup plus simpliste, c'est-à-dire qu'on va chercher une réalisation nominale de x, et puis on va trouver E min, c'est-à-dire le lieu géographique qui minimise cette fonction g calculée pour la valeur nominale des x et pour la valeur de E. Donc, on résout de manière déterministe ce problème-là d'optimisation.
Alors quand on dit on le résout, c'est qu'on fait un calcul nominal et puis on regarde à quel endroit la structure risque d'être défaillante. Et quand on a observé le lieu où la structure risque d'être défaillante, on fait l'hypothèse que ce lieu ne bouge pas, d'accord? Et on remplace le calcul de la probabilité par le calcul de la probabilité que cette fonction g de x et de e min, qui ne bouge pas, soit inférieure ou égale à 0. Donc on s'aperçoit qu'on n'a plus de min dans le calcul de la probabilité. Par contre, on a fixé le lieu géographique une bonne fois pour toutes et on se focalise uniquement sur ce lieu pour faire le calcul de probabilité. D'accord? En règle générale, on fait ça. En règle générale, ça marche bien. Ça marche bien si le lieu géographique de la défaillance ne bouge pas en fonction de la réalisation des variables aléatoires, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, en pratique, cette probabilité ici que j'ai notée PFI, eh bien, c'est un minorant de la probabilité de défaillance qui nous intéresse. Et ça, c'est quand même embêtant. C'est-à-dire, si on oublie des lieux géographiques qui ont de l'importance sur cette probabilité, ou en tout cas qui portent de la probabilité, eh bien, on va faire une erreur en minorant cette probabilité de défaillance. D'accord? Les deux seront égaux, par contre, si, bien évidemment, le lieu géographique ne change pas. Alors, si on passe maintenant sur les variables de type temps, alors j'ai hésité à commencer d'ailleurs par parler des variables de type temps, parce que ce sont peut-être des problèmes qui sont beaucoup plus considérés dans la littérature d'ailleurs. La construction de courbes de probabilité de défaillance cumulées. Alors, si on s'intéresse à la variable temps, d'accord, ici vous avez une trajectoire de la fonction de performance qui dépend du temps. Donc cette fonction de performance est une fonction des variables aléatoires x et du temps. Et le domaine de défaillance va s'écrire de manière très très proche à ce que l'on vient de voir juste avant. C'est l'ensemble des x tel qu'il existe une valeur de temps compris entre deux instants, t min et t max, pour lequel la fonction de performance est négative. Donc il peut se traduire de la façon suivante par l'intermédiaire d'un min. C'est l'ensemble des x tel que le min de g de x et de t inférieur ou égal à 0, t variant entre t min et t max. D'accord? Donc ça, c'est tous ceux qui s'intéressent aux méthodes de dépassement de seuil, notamment, connaissent très bien ce problème. Et ce problème qui consiste à calculer cette probabilité, qui est la probabilité que le min sur le temps de cette fonction g, que le min soit inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la définition de la probabilité qu'on appelle probabilité de défaillance cumulée, probabilité qu'il existe donc un instant défaillant entre deux instants t min et t max, tel que la structure soit défaillante. Et ça, on appelle ça donc la probabilité de défaillance cumulée. En règle générale, qu'est-ce qu'on fait sur cette probabilité de défaillance cumulée? Eh bien, tout comme on le fait un petit peu pour les variables de type espace, on a plutôt tendance à fixer une valeur du temps, en règle générale t max, et à calculer la probabilité de défaillance qu'on va appeler instantanée pour cette valeur particulière de t max. D'accord? Donc, probabilité de défaillance instantanée, c'est la probabilité que g de x et de t max inférieur ou égal à 0. Et de la même manière on peut faire la même remarque que précédemment en disant que cette probabilité de défaillance instantanée, c'est un minorant de la probabilité de défaillance cumulée. Et ça reste un problème majeur. C'est-à-dire que pour une réalisation de x, la défaillance peut très bien avoir eu lieu avant t max et on peut très bien ne pas l'avoir observé. D'accord? Donc c'est un minorant. Et si on a des marges strictement décroissantes, ce qu'on appelle la marge strictement décroissante sur G, alors on a l'équivalence entre la probabilité de défaillance instantanée et la probabilité de défaillance cumulée. Donc là, vous voyez que les problèmes qui considèrent d'un côté l'espace, des variables de type espace, et d'un autre les variables de temps, ont des formulations vraiment très complémentaires, très semblables. Autre type de variable que j'ai voulu ajouter dans le cadre de cette présentation, mais sur lesquelles on a quand même beaucoup moins travaillé, ce sont des variables de type position. Alors peut-être qui nous intéressent beaucoup moins dans notre communauté où on s'intéresse plutôt à des structures ou à des pièces et non pas à des mécanismes. Mais pour ceux qui s'intéressent à des mécanismes, on peut s'intéresser, ils s'intéressent et notamment des systèmes mécaniques hyperstatiques, ils s'intéressent à des vecteurs P, qui sont les vecteurs position, donc entre les pièces. Donc ici, vous avez quelques petites illustrations de ce que l'on peut, voilà, vous avez deux pièces, et puis vous avez en quelque part un paramétrage qui définit la position d'une pièce par rapport à l'autre. C'est particulièrement important quand on a des systèmes hyperstatiques où justement ce paramétrage n'est pas unique. La fonction de performance va être une fonction qui va dépendre toujours des variables x incertaines, et puis du vecteur position P. Et puis le domaine de défaillance va s'écrire de la façon suivante. Donc c'est l'ensemble des x tel qu'il existe une position des pièces les unes par rapport aux autres, tel que g de x et de p inférieur ou égal à 0. Et ça, c'est quelque chose que l'on a reformulé de la même manière par l'intermédiaire d'un min.
c'est l'ensemble des x tels que le min sur cette fonction g de x et de p inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que l'on fait dans la pratique pour résoudre? Eh bien, en fait, on identifie une position des pièces des unes par rapport aux autres, que l'on identifie comme étant la plus critique, que l'on va noter ici. Alors, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite là. Cette probabilité, donc ici, qui a exactement la même formulation, d'accord, que tout à l'heure. Et qu'est-ce que l'on fait pour la résolution? C'est ici. Eh bien, on fixe une position des pièces les unes par rapport aux autres, que l'on va appeler P-min, d'accord, que l'on a estimé pour une réalisation nominale des variables aléatoires. Et ensuite, on va calculer une probabilité que l'on peut noter PFI, qui est la probabilité pour que la fonction de performance G, qui est une fonction de X et de P-min, donc on n'a plus de min vraiment dans l'estimation de G, soit inférieure ou égale à 0. Et comme pour les problèmes qu'il y a juste avant, eh bien, la probabilité de défaillance réelle que l'on cherche, c'est, ou plutôt la probabilité PFI, c'est un minorant de la probabilité de défaillance que l'on cherche pour toutes les valeurs de P potentielles. D'accord? Donc, ce que j'ai voulu vous présenter ici, c'est que finalement, dans ces trois types de problèmes que parfois on a tendance à résoudre de manière un peu séparée, ou avec des méthodes différentes, en fait, c'est le même problème qu'il y a à résoudre. Ici, j'ai réexpliqué donc quand on a des variables d'espace, E, d'accord, on a bien un problème couplé probabilité optimisation. On a également la même chose quand on a une fonction de performance qui dépend du temps. Quand on a une fonction de performance qui dépend de variables de type position. Donc, on a des problèmes qui sont vraiment très proches, qui incluent donc probabilité et calcul de min. Donc, c'est ce que j'ai appelé donc des problèmes couplés, optimisation, incertitude. Ces probabilités sont toujours calculables par des méthodes de Monte-Carlo qui vont, pour chaque réalisation de x, appeler un algorithme d'optimisation qui va chercher le min, que ce soit sur l'espace, le temps ou les variables de type position. Ça, c'est toujours possible. On peut le faire. Mais le problème, quid des problèmes pour lesquels les comportements donc, sont coûteux. Et donc ça, c'est la deuxième partie de l'exposé. Je vais vous expliquer donc, quelques stratégies que l'on a développées nous, pour résoudre ces problèmes-là en contexte de modèles coûteux en temps de calcul. Ce que l'on peut se dire, juste avant de passer à la suite, c'est qu'en réalité, ces différents problèmes, ces trois problèmes, ils sont tous une simplification en fait, de la réalité, parce que dans la pratique, ce que j'ai écrit ici en rouge, le système doit fonctionner, quelle que soit la position des pièces entre elles, en tout point de la structure, et quel que soit le temps. D'accord? Donc, si on veut se positionner dans un contexte encore plus général, on a bien effectivement un problème de min, mais qui s'intéresse à la fois aux variables de type position, d'espace et de temps, de manière simultanée. Et donc, le problème qu'il y a à résoudre, en fait, c'est celui-ci. Voilà. Alors, bon, il me reste encore à peu près 5 minutes, juste pour vous expliquer un peu quelle stratégie on a développée dans le cadre de plusieurs travaux de thèse pour résoudre ces problèmes. Donc, le problème, c'est bien celui-ci que l'on cherche à résoudre, min sur des variables E. Alors, connaissant mes travaux, ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'on a utilisé des techniques de type active learning basées sur les techniques de crigeage pour résoudre ce problème. Et donc, toute la stratégie que l'on a développée, quelles que soient les variables de type espace ou de temps, on a moins travaillé sur les variables de type position, c'est de dire que finalement, ce min continu sur les variables E, on va le transformer en un min discret. Première chose, on va le transformer en un min discret sur un certain nombre de lieux d'observation. Alors, quand il s'agit de variables de type géométrique, on va s'intéresser à tous les éléments, par exemple, de type élément fini. Donc, on va faire une discrétisation qui sera identique à la discrétisation de type élément fini. Quand c'est des variables de type temps, on va faire une discrétisation temporelle, plus ou moins fine. Et donc, première chose, on va commencer par transformer le min continu en un min discret. Donc, bien évidemment, on va introduire une approximation qui est liée à la discrétisation. Et puis, on va utiliser ensuite l'équivalence entre le min, on a un problème de min discret, et puis l'union, donc que l'on va caractériser de cette manière-là. Donc, cette probabilité, alors ce peu différent, c'est celui-ci, c'est le même, ça va être la probabilité de l'union de plusieurs événements. Ça va être la probabilité de l'union de plusieurs événements qui vont s'écrire de cette manière-là. Et ensuite, on va rentrer dans un contexte de fiabilité système où on va utiliser une méthode que l'on a développée, nous, en 2015, basée sur une stratégie adaptative de type AK, pour calculer cette probabilité avec une stratégie adaptative. Donc, comment elle fonctionne, cette stratégie? On définit un métamodèle par fonction, d'accord? Et puis ensuite, on a une stratégie qui vise à enrichir les points d'apprentissage. On a un petit peu adapté malgré tout cette méthode pour ces travaux,
parce que la difficulté, c'est que l'on a M métamodèles à construire et on aura envie d'en construire le plus possible, soit pour discrétiser finement le temps, soit pour discrétiser très finement l'espace. Et donc, ce que l'on a fait à travers un certain nombre de travaux, notamment les travaux de Sherazade, qui doit être, je pense, par là, on a défini une double stratégie, une stratégie d'enrichissement à deux niveaux. La première sur les points d'apprentissage, et puis la seconde sur les lieux d'intérêt. C'est-à-dire que comme le calcul élément fini nous donne l'information absolument en tous les points du maillage, eh bien on s'autorise à rajouter des zones que l'on n'aurait pas vues sur le premier plan d'expérience et avoir une stratégie d'enrichissement ou d'ajout de lieux d'observation. On a fait ça plutôt sur des variables de type géométrique. On peut les faire également sur les variables de type temporel. Alors ça, c'est Sherazade qui en parlerait probablement mieux que moi. Hein. Donc ça, c'est un premier exemple que l'on a traité sur des problématiques d'espace, où on a donc ici une plaque qui est encastrée à gauche, qui est donc munie de 5 trous, qui est sollicitée ici par un déplacement qui est modélisé par un champ log normal, qui a un module Young qui est également modélisé par un champ aléatoire log normal. Et donc, en fonction de la réalisation de tous ces champs, en fait, le lieu du max de la contrainte de von Mises, le lieu du max change. D'accord ? Et donc, en fait, on s'intéresse ici, dans ce cadre-là, à la probabilité que la contrainte de von Mises dépasse la limite d'élasticité en tous les points du maillage. Et en fait, on va calculer cette probabilité en utilisant une stratégie d'enrichissement à deux niveaux sur les réalisations de X et sur les lieux géométriques. Et on s'aperçoit qu'ici, eh bien, en fait, on arrive assez facilement à retrouver un certain nombre de lieux d'intérêt, c'est-à-dire de lieux pour lesquels il existe des valeurs de X telles que le max ou le min soient bien en ces lieux géométriques. Alors, vous allez me dire, ce calcul, on peut le faire également avec une méthode de type AKMCS classique, qui va venir en chaque point X résoudre le problème d'optimisation, c'est-à-dire chercher le minimum sur tous les lieux géométriques. Alors oui, on peut le faire, mais on s'aperçoit que du coup, la méthode AKMCS va chercher à approximer ou à séparer les points avec un état limite qui est issu de l'union de plusieurs états limites, et ça pose toujours des problèmes à n'importe quel type de métamodèle d'ailleurs. Donc on préfère reconstituer en fait plutôt calculer la probabilité par l'union plutôt que de calculer la probabilité par le min, pour lequel les métamodèles ont beaucoup plus de mal à approximer la fonction d'état limite. Voilà, c'est ce qu'on montre ici avec un certain nombre de résultats. Alors, il doit me rester 1 minute, je vais terminer. Ça, c'est un petit exemple que je ne vais pas commenter, qui est issu de la thèse de Morteza Amadivala, qui s'est intéressé à des problématiques de calcul de probabilité de défaillance cumulée en utilisant ces stratégies adaptatives à base d'une discrétisation initiale du temps. Voilà. On n'a pas appliqué ces méthodes-là à tout ce qui est variable de type position, mais c'est peut-être quelque chose que l'on pourra faire dans l'avenir. Voilà, juste pour conclure, ce sont des problèmes qui sont couplés incertitude, optimisation, qui, si on essaye de les résoudre tels quels, sont complexes. Hein. Ils sont complexes en temps de calcul, génèrent des états limites qui sont également très complexes. Donc pour les métamodèles, c'est compliqué d'approximer notamment les jonctions entre les différents états limites. Pour moi, on a une équivalence entre les trois problèmes présentés. Hein, donc c'est un cadre plus général que celui uniquement des problèmes de fiabilité dépendant du temps ou des problèmes dépendants de l'espace. On a proposé, on est en cours de publication d'une méthode que l'on basée sur AK6, qui est applicable finalement aux trois problèmes présentés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux variables de type temporel ou aux variables de type lieu géographique, c'est exactement les mêmes problèmes. Donc la méthode, elle est basée sur une double discrétisation, à la fois sur les variables X, enrichissement sur les variables X, et enrichissement sur des métamodèles. On ajoute au fur et à mesure de l'avancement de l'algorithme, on ajoute davantage de métamodèles sur des lieux géographiques ou temporels qui nous ont paru intéressants à regarder. Voilà. Et donc tout ça, il faut l'appliquer également sur des problèmes de type d'analyse des tolérances sur des problèmes hyperstatiques. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas du coup si vous avez posé des questions sur le chat. Il n'y en a pas eu pour l'instant. Merci pour cette belle présentation bien synthétique. Est-ce qu'il y a des questions du coup maintenant ? Peut-être à poser sur le chat, tu disais Thierry, plutôt de préférence? Oui, je pense que c'est préférable de les formuler par le chat et puis on peut redonner la parole après pour que les gens les formulent oralement. Mais sinon, si tout le monde prend la parole en même temps et ouvre son micro, on va avoir comme au départ
un peu de brouhaha. Alors, je n'arrive pas à voir le chat. Alors, qui veut se lancer pour poser une question? Ou alors à l'oral, hein, si… Alors Bertrand préfère le faire oralement. Vas-y Bertrand, tu as la parole. Oui, bonjour. Donc là, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de… Vous m'entendez bien là? Parce que… pas Bien, très fort quand même. Alors, il faut que je me rapproche de mon ordinateur. L'idée, c'est donc de construire plein de métamodèles à différents points de discrétisation ou alors différents points dans le temps. C'est ça? Oui. Donc ça peut être un peu pénible. Quand on veut construire, enfin, je sais pas, tu me confirmeras ou tu m'infirmeras cette remarque. Construire plein de métamodèles, il faut vérifier plein de choses à chaque fois. Il y a un certain coût quand même. Non? Oui. C'est une première question. Oui, c'est pour ça qu'on… Oui, j'y réponds tout de suite alors, avant que tu passes à la deuxième. C'est pour ça qu'on essaye d'en construire effectivement le moins possible. Et ça ne sert à rien d'en construire en fait beaucoup trop, d'abord parce qu'ils sont liés entre eux. Et en fait, l'information que l'on a, si on part d'un premier plan de calcul, en fait, les calculs nous donnent l'information en tous les points. Et donc, en fait, même si on regarde spécifiquement un certain nombre de lieux, on a l'information ailleurs et on peut regarder si, à chaque point que l'on enrichit, si, il n'y aurait pas d'autres lieux géographiques ou d'autres instants qui seraient intéressants parce que correspondant à une valeur de mine. Donc, en fait, on a une stratégie qui part d'un certain nombre de métamodèles pas trop importants et qui s'autorise à en rajouter d'autres et à en enlever certains. D'accord. Non, parce que moi, c'est vrai que naturellement, mon idée, ça aurait été de construire un métamodèle fonctionnel, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Enfin, Dans un espace augmenté, tu veux dire? non, pas par rapport. Pas fonctionnel, d'accord. Oui, pas par rapport au temps. Par exemple, enfin, je n'ai pas les idées claires sur ce travail, hein, mais Non, mais tu veux ce dire qu'on que fait d'habitude quand construis… on a un calcul qui dépend du temps ou de l'espace, c'est qu'on va chercher, donc on fait plein de calculs hein, en différents x, et puis après on fait une réduction de dimension par analyse en composantes principales, par exemple, sur l'espace, et puis comme ça on garde quelques coefficients, et on fait un faible nombre de métamodèles, et qui permet quand même ensuite de prédire tout ce qui se passe dans tout l'espace. Oui, ça peut se faire comme ça. D'ailleurs, il y en a qui le font hein, de cette manière-là. Oui, c'est une autre approche. Oui. Ouais, D'accord. on peut le faire comme ça. Si tu avais envisagé ça. Alors, on l'a pas envisagé, enfin, on l'a pas testé, tout ça. D'accord. Okay, je vais enchaîner. Il y a eu d'autres questions là, sur le chat. Alors, Antoine en aura une sur les tolérances. Peut-être juste avant, tant qu'on est sur la partie méthode de métamodélisation, Gilles, de Faux qui demande si pour lier les différents états limites qui sont clairement pas indépendants, il ne faudrait pas opter pour du co-crigeage. Effectivement, les états limites ne sont pas indépendants. Les fonctions, quand on les observe à deux instants différents, elles ne sont clairement pas indépendantes et nous, on les considère de manière complètement indépendante. Donc, la stratégie d'opter pour du co-crigeage est complètement pertinente. Hein. Ok. Alors, Antoine, tu veux formuler ta question sur les tolérances? Oui, bon, c'est forcément, vu que tu as cité les tolérances, dans le cas du problème là, de- des positions des pièces, les positions sont dépendantes des réalisations des variables. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te souviens, dans certains cas, il n'y a pas de résultat pour certaines variables aléatoires, comme il y a pénétration de matière. Oui, alors c'est ce qu'effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail sur ce Et du sujet-là. coup, C'est ce que j'ai essayé puis je l'ai pas, je ne sais pas si vous voyez toujours la présentation là. Oui, oui, très bien. Alors effectivement, non seulement dans certains cas, le problème d'optimisation n'a pas de solution, effectivement. Bon, je ne sais pas ouais, exactement comment on va traiter c'est ça, mais peut-être et pas très puis grave en fait, mais du coup, il y aurait pas de résultat pour certains résultats, donc pour il n'y certaines. aura pas de résultat, effectivement, je ne sais pas comment on va le traiter, on peut le traiter. Et une autre difficulté qui est présente en analyse des tolérances, qui ne l'est pas dans d'autres problèmes, c'est que mais c'est un peu lié à ce que tu dis, hein, c'est que le domaine de définition ici des variables de position, il est fonction de x. D'accord? Et parfois, il est vide. Finalement, ça revient un peu à ce que tu es en train de dire. Ouais, ça complexifie un peu, mais ça Ça devrait compte. pouvoir marcher, oui, ça devrait pouvoir marcher.
parfois le domaine DP est vide. D'accord? Et de manière générale, il dépend des variables X. D'accord? Et ça, c'est une particularité quand même par rapport aux deux problèmes précédents où le temps, le Tmin, Tmax, tout ça, ça ne bouge pas. Et où, d'un point de vue élément fini, il faut bien faire attention à la façon de paramétrer, malgré tout, la géométrie. Ok. Alors, ça continue à vivre un peu sur le chat. Donc, Bruno est d'accord avec Bertrand sur la notion de métamodèle fonctionnel, même si ça se complique, par exemple, en dynamique non linéaire, quand la position du max change fortement selon les réalisations de la variable aléatoire. Oui, je suis d'accord, mais du coup, c'est aussi parce que l'on a des variations aussi importantes que l'on a développé des méthodes qui sont complètement où le mean est discret et complètement décorrélé, où les métamodèles sont indépendants. Et je pense qu'avec cette indépendance, il y a probablement moyen de traiter des problèmes qui évoluent beaucoup plus rapidement que si on essaye systématiquement de relier les valeurs de ces variables entre elles. Je ne sais pas si je suis très clair là dans ce que je raconte, mais le fait d'avoir des métamodèles indépendants, j'ai le sentiment qu'on peut traiter des problèmes beaucoup plus chahutés, notamment sur la partie temporelle. Ok. Et puis, une dernière question. Comme tout a un coût, est-ce qu'il y a un moyen de dire que nous sommes arrivés à un niveau de coût incompressible? Il y a moyen de dire que nous sommes arrivés à un niveau de coût incompressible. Alors, c'est Raed qui pose cette question. Peut-être qu'il peut préciser à l'oral, du coup. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, c'est comme quand on fait je dirais, de l'optimisation. Donc, on a une méthode d'optimisation et on peut comparer les méthodes d'optimisation par rapport au coût qu'elles génèrent. Est-ce que là-dedans, il y a un moyen de dire qu'il y a un niveau, je dirais, de calcul, de simulation, qui est indispensable, nécessaire, et que, voilà, on ne peut pas chercher toujours à minimiser le coût pour atteindre un objectif. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le faire. Quand on fait un plan d'expérience, on sait qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Donc, pour des raisons, je dirais même théoriques, de conception de graphes linéaires et tout ça. Est-ce que dans ces méthodes-là, est-ce qu'on a cette possibilité? Voilà. Tout ça, c'est très. Enfin, je ne sais pas si je comprends bien la question, hein, mais tout ça, c'est très problème dépendant. Hein. Tout ça, c'est très problème dépendant. Mais effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que le minimum, il faut observer un minimum de toute façon le système. D'accord? Et ça, on le fait par l'intermédiaire d'un premier plan de calcul, qui est avec différentes stratégies hein, d'ailleurs. Donc, il faut l'observer voilà, proprement. Suffisamment densément d'ailleurs au début, sinon on a des risques que l'algorithme ne démarre pas ou ne converge pas. Ça, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, le minimum, c'est d'avoir un premier plan de calcul qui observe suffisamment bien le système. Oui. Ce qui est très intéressant quand même, il me semble, avec les stratégies que l'on développe pour enrichir aussi ou pour s'autoriser à réobserver, enfin à observer un lieu qui n'avait pas été imaginé au début, hein, c'est justement que l'on va rajouter des métamodèles. Donc, pour rajouter l'information que l'on n'aurait pas forcément observée au début. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'algorithme, quand on enrichit des points X, il peut se trouver que l'on trouve des réalisations qui activent en fait soit des valeurs de temps, soit des variables lieux géométriques que l'on n'avait pas observées lors du premier plan de calcul. Et donc, on s'autorise à les rajouter au fur et à mesure de l'algorithme. D'accord. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question, Raed. Je vais approfondir par rapport aux écrits, mais j'ai compris l'idée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, non, Thierry? Ouais, une dernière. Alors, il en reste deux sur le chat. Je te l'ai dit toutes les deux. Tu choisis celle à laquelle tu réponds. Gilles qui demande qu'est-ce qui se passe quand le code ou l'outil de simulation est bruité. Et puis Marc Dijoux qui fait une remarque par rapport à la discussion de tout à l'heure sur le cas des tolérances. Là, la fonction performance peut être liée à plusieurs modes d'endommagement. Le système ne marche pas, n'est pas un mode de défaillance supplémentaire seulement. Enfin, n'est-il pas un mode de défaillance supplémentaire seulement? Je veux bien prendre la question de Marc Dijoux, parce qu'avec Gilles, on a suffisamment l'occasion de discuter. Peut-être qu'il peut préciser un peu à l'oral, du coup. Oui, bonjour. Bonjour. Mais en fait, par exemple, si on a un système ne marche pas, c'est par exemple le système n'est pas montable. Hein. C'est l'illustration, par exemple, qui est sur la planche qui est affichée.
Est-ce que ça ne fait pas ça n'enrichit pas simplement la fonction performance? Alors, les problèmes de nombre… Je veux dire par là que la fonction performance, elle peut déjà être liée à des modes d'endommagement très, très variables. Ça peut être une combinaison de fluage, fatigue ou rupture peut-être brutale. Oui, alors ça, je pense que c'est à mon sens pas… Enfin, donc c'est des problèmes système, hein, donc je pense que… Bon, je pense qu'il faudrait y réfléchir à ce truc-là, c'est-à-dire que si en plus d'avoir… c'est-à-dire qu'au départ, on a déjà un problème système, et en plus, ce problème système dépend de la géométrie ou du temps. Effectivement, il faudrait le formuler, mais du coup, je pense que ça enrichit uniquement le nombre de situations à regarder, mais je pense que ça doit être jouable. Après, vous parliez des problèmes de montabilité. Alors, les problèmes de montabilité sur les systèmes hyperstatiques, c'est des problèmes un peu à part. Là, ce que j'ai présenté, qui est encore présent à l'écran, concerne plutôt des problèmes fonctionnels. Les problèmes de montabilité, ça va être des problèmes où on va tester l'existence d'une solution, et notamment, on va regarder si ce dpx est vide ou pas. Et là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a plus de difficultés à formuler une fonction qui caractérise le montage ou pas, qui caractérise juste l'existence d'une solution. Et ça, c'est des problèmes qui, à mon avis, sortent un peu du cadre, ils sont plus compliqués à résoudre. Les problèmes qu'Antoine avait essayé de regarder à l'époque en 2014. Problème de montabilité, je pense qu'en termes de formulation, ils sont un petit peu à part par rapport à ce que je viens de présenter. D'accord. Mais les problèmes système, voilà, si au départ on a un problème système que l'on souhaite enrichir par un intermédiaire de variables temps ou espace, je pense qu'il faut le formuler, ça va enrichir uniquement le nombre de fonctions à considérer, mais ça doit être possible ça. Très bien, merci Nicolas. Alors je vais arrêter ce premier enregistrement.